25 ans. 25 ans que je vivais dans cette maison, et jamais je n'avais franchi ce seuil. La clé tremblait entre mes doigts, tandis que je me tenais devant cette porte du 2e étage, celle que Victor fermait à clé chaque soir depuis notre emménagement. Mon cœur battait si fort que j'entendais le sang pulser dans mes tempes. Il était à l'hôpital en ce moment même, une opération d'urgence du cœur. Son message m'avait réveillée à 6 heures du matin. Quelques mots qui avaient tout changé. La clé se trouvait dans son bureau, enveloppe bleue. Et cette phrase terrible qui résonnait encore dans ma tête. « Pardonne-moi pour tout ». J'avais respecté son intimité pendant un quart de siècle. J'avais été la femme compréhensive, celle qui acceptait ses besoins de solitude, sans poser de questions. Mais maintenant, debout devant cette porte, je réalisais que le respect des limites avait peut-être été ma plus grande erreur. Le verrou céda avec un déclic métallique. Je poussai lentement le battant, mes mains moites, ma respiration courte. L'odeur de peinture et de papier m'accueillit, mêlée à quelque chose de plus doux, presque enfantin. Mes yeux s'habituèrent à la pénombre. Et alors, le monde bascula. Ce n'était pas une pièce de travail. Ce n'était pas un bureau d'homme solitaire. C'était une chambre d'enfant, figée dans le temps, baignée d'une lumière bleutée. Des murs peints en bleu ciel. Des étagères remplies de livres pour enfants. Des jouets soigneusement rangés. Et partout, absolument partout, des dessins accrochés au mur et des photographies d'un petit garçon aux cheveux clairs, aux yeux gris, que je n'avais jamais vu de ma vie. Mon souffle se coupa. Je portais mes mains à mon visage, non par horreur, mais parce que je venais de comprendre quelque chose de terrible et de bouleversant à la fois. Mon mari avait vécu dans 2 mondes parallèles pendant toutes ces années, et je n'avais rien vu. Absolument rien. Je m'appelle Anna. J'ai 52 ans. Et jusqu'à ce matin, je pensais connaître ma vie par cœur. J'étais cette femme que les voisines citaient en exemple. Celle qui savait maintenir l'équilibre parfait entre dévouement et discrétion. Une épouse modèle, disait-elle. Une vie sans vagues, sans éclat, sans surprise désagréable. J'avais rencontré Victor il y a 30 ans, dans une librairie du centre-ville un après-midi de printemps. J'avais 22 ans. Lui en avait 32. Il cherchait un manuel technique d'ingénierie. Je travaillais au rayon sciences depuis quelques mois à peine. Nos regards s'étaient croisés, au-dessus d'une étagère poussiéreuse. Et quelque chose de simple, de tranquille, était né entre nous. Pas de coup de foudre romantique comme dans les romans que je classais chaque jour. Non, plutôt une évidence douce, une promesse silencieuse de stabilité et de paix. Nous nous étions mariés 6 mois plus tard, dans une petite cérémonie intime. Victor était ingénieur civil, un homme posé, réfléchi, qui parlait peu mais observait beaucoup. Il avait cette manière de regarder le monde, avec une gravité presque mélancolique, comme s'il portait un poids invisible sur ses épaules. Je trouvais cela touchant, profond. Je me disais que c'était la marque des hommes intelligents, de ceux qui pensent trop. Moi, je continuais à travailler à la bibliothèque municipale, entourée de livres et de silence. C'était un métier qui me ressemblait parfaitement, ordonné, prévisible, apaisant. Chaque livre avait sa place, chaque lecteur ses habitudes. J'aimais cette harmonie simple. Lisa était née 2 ans après notre mariage. Une petite fille aux boucles brunes, au rire cristallin, qui avait rempli notre maison de lumière et de vie. Je m'étais consacrée à elle avec la même attention méticuleuse que je mettais à classer les ouvrages sur leur rayonnage. Victor était un père attentif, présent aux moments importants, mais toujours avec cette distance émotionnelle
qui le caractérisait. Il aimait Lisa profondément. Je le savais, mais d'une manière retenue, presque formelle, comme s'il craignait de s'approcher trop près. Notre vie s'écoulait comme un fleuve tranquille. Petit déjeuner à cette heure précise, départ au travail, retour à la maison, dîner en famille autour de la table en chêne, soirée calme devant la télévision ou un livre. Les années passaient sans turbulence, tissées de rituels rassurants et d'habitudes confortables. Nous avions acheté cette maison il y a 25 ans, quand Lisa avait 5 ans. Une belle demeure de 2 étages avec un jardin, dans un quartier paisible. Je me souviens encore de mon excitation le jour de l'emménagement. Victor, lui, avait immédiatement réclamé la petite pièce au fond du couloir du 2e étage. Il avait installé une porte solide, fait poser un verrou, tiré une ligne électrique séparée. Quand je lui avais demandé pourquoi tant de précautions, il m'avait expliqué calmement qu'il avait besoin d'un espace personnel, un lieu où se ressourcer après les journées difficiles, où réfléchir sans être dérangé. J'avais compris. J'avais même admiré cette lucidité, cette capacité à identifier ses besoins. Chacun a droit à son jardin secret, me disais-je. Le respect mutuel n'était-ce pas la base d'un mariage solide ? Ainsi s'était installé notre rituel. Chaque soir, après le dîner, Victor montait les escaliers, tournait la clé dans la serrure et disparaissait pour 1 heure, parfois 2. Je l'entendais marcher là-haut, parfois déplacer des objets. Puis il redescendait, toujours un peu fatigué, un peu absent, mais apaisé. Je ne posais jamais de questions. C'était notre accord tacite, notre équilibre fragile. Maintenant, debout dans cette chambre d'enfant secrète, je comprenais enfin que toute cette sérénité de surface n'avait été qu'un mensonge. Non pas un mensonge cruel, mais un mensonge de survie. Et pendant 25 ans, j'avais vécu à côté d'un homme que je ne connaissais pas du tout. Les premiers signes sont apparus 3 mois avant que tout n'éclate, mais je ne l'ai compris que bien plus tard. À l'époque, je ne voyais que des détails, des petites anomalies que je rangeais aussitôt dans le tiroir rassurant des coïncidences. Tout a commencé avec une simple facture d'électricité. Un matin, en ouvrant l'enveloppe, j'ai remarqué que le montant avait presque doublé par rapport au mois précédent. La maison, pourtant, n'avait pas changé, nos habitudes non plus. Je me suis d'abord accusée d'inattention, puis j'ai vérifié les anciens relevés, les tarifs. Les chiffres ne mentaient pas. Quelque chose, chez nous, consommait beaucoup plus d'énergie qu'avant. Je me suis surprise à penser à cette pièce du 2e étage, à cette porte qui se fermait chaque soir. Une ligne électrique séparée, m'avait-il dit autrefois. Je n'y avais plus repensé depuis des années. Ce soir-là, en me couchant, une inquiétude sourde m'a suivie jusque dans le lit. Je me suis endormie tard, avec la sensation désagréable qu'un détail m'échappait. La même nuit, je me suis réveillée en sursaut. La maison était plongée dans l'obscurité, mais une mélodie flottait dans l'air, lointaine, presque irréelle. Une chanson d'enfant, une comptine douce que je n'avais pas entendue depuis que Lisa était petite. Le son venait de l'étage. Mon cœur s'est mis à battre plus vite lorsque j'ai reconnu, mêlée à cette musique, la voix de Victor. Une voix différente de celle qu'il utilisait avec moi, plus tendre, presque murmurée. Je me suis levée, pieds nus sur le parquet froid, et j'ai monté les marches une à une, retenant mon souffle. La lumière filtrait faiblement sous la porte de sa pièce. La chanson venait clairement de là. Je suis restée immobile devant le battant, l'oreille tendue, comme une intruse dans ma propre maison. Pendant quelques secondes, j'ai entendu sa voix, puis le silence est tombé d'un coup. J'ai reculé, prise d'un sentiment de honte,
et je suis redescendue me coucher, le cœur serré. Au matin, j'ai voulu croire que tout cela n'avait été qu'un rêve. C'était plus simple ainsi. Quelques jours plus tard, une voisine m'a arrêtée devant la grille du jardin. Elle m'a parlé du temps, du quartier, puis a mentionné, comme en passant, qu'elle avait vu récemment Victor rentrer, avec de grandes boîtes en carton. Des colis lourds, portés avec difficulté. Je suis restée figée intérieurement. Je n'avais aucune idée de ces achats. À la maison, rien n'avait changé, aucun nouvel objet en vue. Où étaient passées ces boîtes? Ce soir-là, pour la première fois, j'ai fouillé ses poches avant de lancer sa veste au lavage. J'ai trouvé des reçus de magasins de jouets, de papeterie, de boutiques de loisirs créatifs. Petites voitures, peluches, peintures, crayons de couleur. Des achats qui n'avaient aucun sens dans notre vie actuelle. Lisa était adulte, vivait dans une autre ville. Nous n'avions pas de petits-enfants. J'ai rangé les tickets dans un tiroir, comme on empile des questions sans réponse. Les semaines suivantes, d'autres détails ont commencé à m'oppresser. Victor, qui autrefois laissait traîner son téléphone un peu partout, ne le quittait plus. À chaque sonnerie, il se levait, quittait la pièce, parlait à voix basse dans le couloir ou dans la cuisine. Depuis 3 ans, il était à la retraite, mais ses conversations avaient l'air grave, presque professionnel. Je tendais l'oreille malgré moi, sans jamais saisir plus que quelques bribes isolées, des mots trop vagues pour signifier quoi que ce soit. Un soir, après une énième facture trop élevée et une nouvelle série de tickets trouvés dans ses poches, j'ai appelé Lisa. J'avais besoin de la voix de ma fille pour apaiser cette angoisse diffuse qui commençait à ronger mon calme habituel. Je lui ai parlé des dépenses étranges, de la musique nocturne, des boîtes que personne n'avait vues dans la maison. Sa réaction m'a rassurée en surface. Elle a cherché des explications logiques, a suggéré qu'il s'était peut-être trouvé un passe-temps secret, qu'il bricolait, qu'il se changeait les idées. Mais derrière ces paroles, j'ai entendu une hésitation, une inquiétude qu'elle essayait de masquer. Quand j'ai raccroché, la maison m'a semblé plus silencieuse que d'habitude, mais pas apaisante. Un silence lourd, plein de choses non dites. Au fond de moi, quelque chose savait déjà que ce que je devrais affronter ne serait pas une simple fantaisie de retraité. Pourtant, par peur de briser l'équilibre, j'ai choisi de refermer les yeux encore un peu. J'ai empilé mes doutes comme on range des dossiers gênants dans un classeur que l'on évite d'ouvrir. Je me répétais que j'exagérais, que je devenais paranoïaque. Ce n'est qu'aujourd'hui, en repensant à ces semaines étranges, que je reconnais la vérité. Les premières fissures étaient déjà là, bien visibles. C'était moi qui refusais de regarder le mur. Je suis devenue une espionne dans ma propre maison. Cette transformation m'a humiliée profondément, mais je ne pouvais plus m'arrêter. Chaque fois que Victor quittait une pièce, je fouillais ses affaires avec des gestes fébriles, le cœur battant comme une voleuse. Ses poches, son portefeuille, sa sacoche de travail qu'il gardait encore par habitude. Je cherchais quoi exactement? Je ne le savais pas moi-même. Une preuve, un indice, quelque chose qui expliquerait ce malaise grandissant qui me rongeait de l'intérieur. Un après-midi, en vidant la corbeille de la salle de bain, j'ai découvert des plaquettes de médicaments vides, glissées sous d'autres déchets. Des anxiolytiques puissants, des somnifères sur ordonnance. Les noms m'étaient inconnus, mais les dosages inscrits sur les emballages m'ont glacé le sang. J'ai fouillé plus profondément et trouvé d'autres blisters cachés dans le tiroir de sa table de nuit, dissimulés sous de vieux journaux. Des mois de traitement. Comment avais-je pu ne rien remarquer? Le lendemain, j'ai appelé notre médecin de famille, en prétextant un renouvellement d'ordonnance pour moi.
En passant, j'ai mentionné les médicaments que j'avais trouvés. Le docteur Moreau a marqué une pause avant de me répondre qu'il n'avait jamais prescrit ces produits à Victor. Quelqu'un d'autre l'avait fait. Un psychiatre peut-être, ou un spécialiste que mon mari consultait en secret. 2 mois plus tôt, tout avait failli éclater. C'était un dimanche matin. Victor préparait le café dans la cuisine quand je l'ai entendu tomber. Le bruit sourd de son corps, heurtant le carrelage, résonne encore dans ma mémoire. Je l'ai trouvé inconscient, le visage blême, la respiration faible. L'ambulance est arrivée en quelques minutes, qui m'ont paru des heures entières. À l'hôpital, après une batterie d'examens, le médecin urgentiste m'a prise à part dans le couloir. Il m'a parlé de déshydratation sévère, d'épuisement nerveux, mais surtout de la présence dans son sang de doses importantes de benzodiazépine. Il m'a demandé si j'étais au courant du traitement de mon mari. J'ai secoué la tête, incapable de prononcer un mot. Le médecin m'a regardée avec une compassion embarrassée avant d'ajouter que Victor devait consulter rapidement, que ce niveau de médication indiquait un stress profond ou des troubles anxieux majeurs. Dans la voiture, sur le chemin du retour, j'ai finalement osé poser la question. Victor fixait la route devant lui, les mains crispées sur ses genoux. Il a fini par admettre qu'il souffrait d'insomnie depuis longtemps, que les médicaments l'aidaient à dormir. Rien de grave, avait-il murmuré. Il ne voulait pas m'inquiéter. Mais son regard fuyant, ses mains tremblantes, tout en lui criait le contraire. Quelques semaines plus tard, ma sœur Irina est venue passer le week-end chez nous. Elle vit à Lyon et nous rend visite 2 ou 3 fois par an. Dès le premier soir, elle a remarqué quelque chose. Victor était inhabituellement silencieux pendant le dîner, absent même. Il a quitté la table avant le dessert, en marmonnant qu'il était fatigué. Une fois seule dans la cuisine, Irina s'est tournée vers moi avec une expression grave. Elle m'a dit que Victor avait changé, qu'il semblait enfermé dans une bulle, comme déconnecté de la réalité. Elle m'a suggéré de lui faire consulter un psychologue, peut-être même un psychiatre. Peut-être traversait-il une dépression que nous n'avions pas su voir? J'ai défendu mon mari avec une véhémence qui m'a surprise moi-même. J'ai expliqué que c'était simplement la fatigue, l'âge, l'adaptation difficile à la retraite. Irina n'a rien ajouté, mais son regard disait tout ce qu'elle pensait vraiment. Cette nuit-là, allongée dans le noir, j'ai été submergée par des questions terrifiantes. Et si Victor était réellement malade? Et si ces médicaments masquaient quelque chose de plus grave qu'une simple insomnie? Et s'il devenait dangereux pour lui-même, ou pire, pour moi? Et si toutes ces années de secret cachaient une double vie que je ne pouvais même pas imaginer? Chaque hypothèse était plus effrayante que la précédente. Le lendemain matin, j'ai rassemblé mon courage et tenté une conversation directe. Je lui ai dit que je m'inquiétais, que je voyais bien qu'il n'allait pas bien, que nous pouvions chercher de l'aide ensemble. Victor m'a écouté avec cette patience désarmante qu'il avait toujours eue, puis il a posé sa main sur la mienne. Sa voix était douce, presque paternelle, quand il m'a répondu que c'était moi qui me faisais du souci pour rien, que le stress de la bibliothèque me pesait encore même après ma retraite, que j'avais besoin de repos, peut-être de vacances, que je voyais des problèmes là où il n'y en avait pas. Je me suis sentie soudain ridicule, hystérique même. Avait-il raison? Étais-je en train d'inventer des drames inexistants? Peut-être que ma sœur avait tort, que le médecin s'alarmait inutilement, que les médicaments étaient simplement un soutien temporaire. Victor parlait avec une telle assurance, une telle tranquillité,
que mes certitudes se sont mises à vaciller. C'est ce qu'on appelle le gaslighting, j'imagine, même si je n'ai compris le terme que bien plus tard. Cette manière subtile de faire douter quelqu'un de sa propre perception, de retourner ses inquiétudes légitimes en symptômes de fragilité mentale. Victor ne le faisait pas méchamment, j'en suis convaincue. Il se protégeait son secret avec les seules armes qu'il connaissait. Mais le résultat était le même. Je me suis mise à douter de tout, même de moi-même. Les jours suivants ont été une descente lente dans un sentiment de piège invisible. J'étais seule avec mes questions, prisonnière d'un mariage où la communication s'était transformée en façade polie. Victor continuait ses rituels, montait chaque soir dans sa pièce fermée, redescendait apaisé. Et moi, je tournais en rond dans une maison devenue étrangère, incapable de parler à quiconque de cette angoisse sourde qui me comprimait la poitrine. La pression montait en silence, comme de l'eau derrière un barrage, sur le point de céder. Je ne savais pas encore que l'effondrement était imminent, qu'il ne restait que quelques semaines avant que tout n'explose. Mais au fond de moi, une petite voix le savait déjà. Victor est parti chercher des médicaments à la pharmacie ce soir-là, vers 20h. Une sortie banale, ordinaire. Il m'a dit qu'il en avait pour 20 minutes maximum. J'ai hoché la tête en continuant de ranger la vaisselle, sans me douter que ce geste anodin marquerait le point de non-retour. À 21h, il n'était toujours pas rentré. J'ai commencé à m'inquiéter doucement, sans réelle alarme. Peut-être avait-il croisé un voisin. Peut-être la pharmacie était-elle bondée. À 22h, j'ai essayé son téléphone. Éteint. Mon estomac s'est noué. Victor éteignait rarement son portable. J'ai appelé une deuxième fois, une troisième. Toujours cette voix mécanique qui m'invitait à laisser un message. À 23h, la panique a vraiment commencé à monter. J'ai enfilé ma veste et suis sortie marcher jusqu'à la pharmacie du quartier. Fermée. Personne. Les rues étaient désertes sous les lampadaires orangés. Je suis rentrée en courant, le cœur battant à tout rompre, et j'ai commencé à appeler les hôpitaux de la région. Service des urgences de Saint-Antoine, de la Pitié-Salpêtrière, de Cochin. Aucune trace d'un Victor Dubois admis ce soir. Les standardistes étaient polis mais distantes. Non, madame, aucun patient sous ce nom. Avez-vous vérifié ailleurs? Minuit. J'ai appelé la police. L'agent au bout du fil m'a écouté, avec une patience professionnelle, avant de m'expliquer le protocole. Un adulte a le droit de ne pas répondre au téléphone, de sortir sans prévenir. Il fallait attendre 24 heures avant de déclarer une disparition officielle. Sauf circonstances exceptionnelles, il ne pouvait rien faire. J'ai raccroché, tremblante de rage et d'impuissance. La nuit a été la plus longue de ma vie. Je suis restée assise dans la cuisine, la lumière allumée, les yeux fixés sur la porte d'entrée. J'imaginais les pires scénarios. Un accident de voiture, une agression, une crise cardiaque en pleine rue. Ou pire encore, une fuite volontaire. Peut-être avait-il décidé de partir, de tout abandonner sans explication. Cette pensée me brûlait plus que toutes les autres. Chaque minute s'étirait comme une éternité. J'ai préparé du thé que je n'ai pas bu. J'ai marché de long en large. J'ai regardé par la fenêtre des dizaines de fois, en espérant voir ses phares tourner au coin de la rue. À 6h du matin, mon téléphone a vibré sur la table. Un numéro inconnu. Mon cœur a fait un bond douloureux dans ma poitrine. J'ai ouvert le message d'une main tremblante. C'était Victor. Il écrivait qu'il était à l'hôpital Georges Pompidou, qu'on l'avait emmené en urgence pour une opération du cœur. Il me demandait de ne pas m'alarmer, que les médecins s'occupèrent de lui. Et puis, cette phrase étrange qui m'a glacée,
La clé de la pièce du haut se trouve dans mon bureau, enveloppe bleue dans le tiroir de gauche. Pardonne-moi pour tout. J'ai relu le message 3 fois, incapable d'en saisir toute la portée. Une opération cardiaque d'urgence expliquait son absence. Mais pourquoi me parlait-il de cette pièce maintenant? Pourquoi me demandait-il pardon? Mes mains tremblaient tellement que j'ai eu du mal à composer le numéro de l'hôpital. Après plusieurs transferts, une infirmière m'a confirmé qu'un Victor Dubois avait bien été admis dans la nuit, qu'il était actuellement au bloc opératoire. Chirurgie cardiaque d'urgence. Pronostic encore incertain. Je pourrais le voir après l'intervention. J'ai raccroché dans un brouillard. Mon mari était entre la vie et la mort quelque part dans une salle d'opération. Et moi j'étais là, debout dans notre maison silencieuse, avec cette clé virtuelle qu'il venait de me tendre après 25 ans d'interdiction. Je suis montée à l'étage, comme dans un rêve éveillé. Chaque marche craquait sous mes pas. Le couloir du 2e étage était plongé dans la pénombre. La porte de sa pièce se dressait devant moi, massive, ordinaire en apparence, mais chargée de tout le poids de nos années de silence. J'ai trouvé la clé, exactement là où Victor l'avait indiquée, dans une enveloppe bleue rangée avec soin. Un objet petit et froid qui pesait 1 tonne dans ma paume. Mon esprit était un chaos. Une partie de moi hurlait que je n'avais pas le droit, que c'était une violation, une trahison de sa confiance. Mais une autre partie, plus forte, savait que Victor m'avait donné cette clé pour une raison. Il voulait que je voie. Il avait besoin que je sache. Après toutes ces années, il ouvrait enfin la porte. J'ai inséré la clé dans la serrure. Le mécanisme a tourné avec un déclic sec qui a résonné comme un coup de feu dans le silence. J'ai poussé le battant lentement, retenant mon souffle, le cœur au bord de l'implosion. L'odeur m'a frappé en premier. Peinture, papier, quelque chose de doux et enfantin. Puis mes yeux se sont habitués à la lumière qui filtrait à travers les rideaux. Et j'ai vu. Ce n'était pas un bureau. Ce n'était pas une pièce de rangement. C'était une chambre d'enfant, parfaitement préservée, comme sortie d'un autre temps. Les murs peints en bleu ciel tendre, des étagères croulant sous les livres d'histoire et les albums illustrés, des jouets soigneusement alignés sur une commode, des dessins d'enfants punaisés partout, couvrant chaque centimètre de mur disponible. Et surtout, des photographies. Des dizaines, des centaines de photographies encadrées, accrochées, posées sur toutes les surfaces. Un petit garçon aux cheveux blonds clairs, aux yeux gris, me regardait depuis toutes ces images. Un bébé dans les bras d'un jeune homme que j'ai à peine reconnu comme étant Victor, tellement plus jeune. Un bambin sur une balançoire, un enfant tenant un ballon, un préadolescent devant un gâteau d'anniversaire. Toute une vie en images, une vie que je n'avais jamais connue. Je me suis avancée comme une somnambule, jusqu'au bureau installé près de la fenêtre. Une table d'écolier, recouverte de tubes de peinture, de pinceaux, de feuilles de papier. Et au centre, ouverte, une épaisse cahier aux pages jaunies. L'écriture de Victor, si familière, remplissait les lignes d'une encre bleue régulière. J'ai lu les premiers mots, et le sol s'est dérobé sous mes pieds. « Cher Alexis, aujourd'hui tu aurais eu 34 ans. » Je suis tombée assise sur la petite chaise d'enfant, le cahier ouvert sur mes genoux tremblants. Mes yeux parcouraient les lignes d'une écriture que je connaissais par cœur, mais qui révélait un homme que je n'avais jamais connu. Page après page, année après année, Victor avait écrit à ce garçon fantôme. Pas une semaine sans entrée. Parfois plusieurs par jour. « Cher Alexis, aujourd'hui tu aurais eu 34 ans. J'imagine que tu serais ingénieur comme moi, ou peut-être médecin. Tu as toujours voulu aider les gens.
J'ai dessiné ton visage aujourd'hui, avec quelques rides d'expression autour des yeux. Tu ressembles tellement à ton grand-père. Pardon de ne pas avoir pu te sauver. Pardon de ne pas pouvoir te laisser partir. » Les larmes brouillaient à ma vision. J'ai tourné les pages en arrière, remontant le temps. Les entrées devenaient plus récentes, puis plus anciennes, remontant sur des années, des décennies. Chaque jour, Victor racontait sa vie à cet enfant absent. Il lui parlait de Lisa qui avait appris à faire du vélo, de notre déménagement dans cette maison, de sa retraite, des saisons qui passaient. Il partageait ses peurs, ses regrets, ses petites joies quotidiennes. Cher Alexis, Lisa a eu son baccalauréat aujourd'hui. J'aurais tellement voulu que tu sois là pour la voir. Vous auriez été si proches, j'en suis certain. Elle te ressemble un peu, tu sais. Cette même détermination tranquille. Mon cœur se déchirait à chaque mot. 30 ans de lettres, 30 ans de conversations à sens unique avec un mort. Comment avait-il pu porter ce poids seul pendant si longtemps? Comment avais-je pu vivre à ses côtés sans rien voir de cette douleur monumentale? Je me suis levée brusquement, le cahier serré contre ma poitrine, et je suis descendue en courant vers notre chambre. Le placard du bas où nous rangions les vieux papiers, les documents administratifs que l'on garde sans trop savoir pourquoi. J'ai fouillé frénétiquement parmi les chemises cartonnées, les enveloppes jaunies, jusqu'à trouver une boîte métallique que je n'avais jamais remarquée auparavant. Elle était cachée tout au fond, sous des piles de déclarations d'impôts anciennes. À l'intérieur, des documents soigneusement pliés. Un acte de naissance. Alexis Victor Dubois, né le 15 mars 1989. Fils de Victor Dubois et de Claire Moreau. Mon sang s'est glacé. Une autre femme. Un autre vie. Et puis, agrafé derrière, un certificat de décès daté du 8 mai 1991. Décédé à l'âge de 2 ans des suites d'une malformation cardiaque congénitale. Intervention chirurgicale ayant échoué. 2 ans. Ce petit garçon avait vécu 2 ans, et Victor l'avait pleuré pendant plus de 30 ans. J'ai fait les calculs rapidement. Alexis était mort 3 ans avant notre rencontre dans cette librairie. 3 ans pendant lesquels Victor avait dû apprendre à survivre, à reconstruire une façade, à cacher cette blessure béante sous une apparence de normalité. Mes jambes ne me portaient plus. Je me suis effondrée sur le parquet, le certificat de décès dans une main, le téléphone dans l'autre. J'ai composé le numéro de Lisa sans réfléchir. Elle a décroché à la 3e sonnerie, la voix ensommeillée. Il était à peine 7 heures du matin. J'ai essayé de parler, mais les sanglots m'ont submergée. Ma fille a paniqué immédiatement, pensant qu'il était arrivé quelque chose à son père. Entre 2 hoquets, je lui ai expliqué l'hôpital, l'opération, et puis cette pièce, ce cahier, cet enfant mort dont je n'avais jamais entendu parler. Le silence qui a suivi a duré une éternité. Puis Lisa a commencé à pleurer elle aussi, et elle m'a avoué. Elle savait. Depuis ses 16 ans, elle avait trouvé une vieille photographie dans un livre de Victor, un polaroid d'un bébé, avec une date au dos. Elle avait posé la question. Il lui avait tout raconté, mais lui avait fait promettre de ne jamais m'en parler. Il avait dit que c'était son fardeau à porter, pas le mien, pas le nôtre. Que j'étais sa nouvelle vie, sa renaissance. Que révéler ce secret aurait tout contaminé. Liza avait pensé qu'il gérait sa peine, qu'il avait juste besoin de temps. Elle ne savait pas pour la chambre, pour les lettres quotidiennes, pour l'ampleur de cette vie parallèle qu'il menait. Nous avons pleuré ensemble au téléphone pendant de longues minutes, 2 femmes brisées par la découverte d'une douleur qu'un homme avait portée seul pendant des décennies. Je me sentais trahie, bien sûr, mais pas de la manière dont j'aurais imaginé une trahison. Ce n'était pas de la méchanceté, pas de la manipulation calculée.
C'était de la survie. Victor ne m'avait pas menti pour me faire du mal. Il s'était enfermé dans le silence pour protéger ce qui lui restait de vivant. Notre famille, notre quotidien, notre semblant de normalité. Après avoir raccroché avec ma fille, je suis remontée dans la chambre secrète. Cette fois, j'ai regardé vraiment. Les dessins sur les murs n'étaient pas des œuvres d'enfants. C'étaient les créations de Victor. Des centaines de dessins représentant Alexis à tous les âges qu'il n'avait jamais atteints. Un garçon de 5 ans tenant un cartable neuf devant une école. Un adolescent de 15 ans en uniforme de footballeur. Un jeune homme de 20 ans diplômé, mortier sur la tête. Un adulte de 30 ans en costume de mariage, souriant à côté d'une femme floue. Et même, dans un coin, un dessin plus récent montrant un homme mûr tenant un bébé dans ses bras. Victor avait dessiné toute la vie qu'Alexis aurait dû vivre. Chaque anniversaire manqué, chaque étape non franchie, chaque moment volé par la mort. Il avait créé une réalité alternative où son fils grandissait, vieillissait, vivait. Et chaque soir, pendant 25 ans, il venait ici pour habiter cette réalité impossible, pour donner vie à un fantôme, pour refuser l'inacceptable. Je me suis assise par terre, au milieu de cette chambre mausolée, et j'ai pleuré toutes les larmes que je n'avais jamais versées. J'ai pleuré pour cet enfant que je n'avais jamais connu, mais dont la mort avait façonné ma vie entière, sans que je le sache. J'ai pleuré pour Victor qui avait vécu coupé en deux, une moitié avec nous dans la lumière, l'autre moitié ici dans l'ombre, avec son chagrin. J'ai pleuré pour moi qui avais été si aveugle, si confiante, si naïve. Mais au milieu de cette douleur, une autre émotion a commencé à émerger. De la compassion, immense et déchirante. Mon mari n'était pas un menteur, pas un manipulateur. C'était un père brisé, qui avait fait de son mieux pour continuer à vivre tout en refusant d'abandonner son fils mort. Il avait essayé de nous protéger de sa souffrance, en la cachant derrière cette porte fermée à clé. Il s'était sacrifié lui-même pour que notre famille puisse exister. Et maintenant, alors qu'il était peut-être en train de mourir sur une table d'opération, je comprenais enfin. Cette clé qu'il m'avait donnée n'était pas juste un accès à une pièce. C'était une invitation à entrer dans son âme, à voir enfin l'homme entier qu'il avait hâte tout ce temps. C'était un appel au secours silencieux, après 30 ans de solitude. Je me suis relevée lentement. J'ai essuyé mes larmes. Une résolution nouvelle durcissait en moi. Victor avait survécu. Maintenant, il fallait qu'il apprenne à vivre vraiment. Et cette fois, je ne le laisserai pas porter ce poids seul. Plus jamais. Les 6 heures d'attente dans ce couloir d'hôpital ont été les plus longues de ma vie. Je m'étais installée sur une chaise en plastique inconfortable, près d'une fenêtre donnant sur un parking gris. Le cahier de Victor reposait sur mes genoux, ouvert à une page au hasard. Je lisais ses lettres à Alexis, une après l'autre, plongeant toujours plus profondément dans l'abîme de son chagrin secret. Cher Alexis, je suis fatiguée aujourd'hui, fatiguée de porter ce masque, fatiguée de faire semblant que tout va bien. Mais si je te laisse partir, qui se souviendra de la façon dont tu riais quand je te chatouillais le ventre? Qui se souviendra que tu adorais les histoires de dragons? Personne. Alors je continue. Je te dessine, je t'écris, je t'invente une vie. C'est peut-être de la folie, mais c'est la seule chose qui me garde debout. Chaque mot était une fenêtre ouverte sur l'âme de mon mari, sur cette partie de lui qu'il m'avait cachée pendant 25 ans. Je découvrais un homme infiniment plus fragile, plus profond, plus déchiré que celui avec qui je partageais mon quotidien. Des larmes coulaient sur mes joues, sans que je puisse les arrêter. Les infirmières qui passaient me jetaient des regards compatissants,
mais gardaient leur distance. Elle devait avoir l'habitude de ces vigiles silencieuses, de ces familles qui attendent dans l'angoisse. Vers 14 heures, la porte du bloc opératoire s'est ouverte. Le chirurgien est sorti, encore vêtu de sa blouse verte, le masque pendant autour du cou. Son visage était fatigué mais souriant. L'opération avait réussi. Victor était stable. Son cœur tiendrait. Il faudrait du temps pour la récupération, plusieurs semaines de repos strict. Mais il vivrait. J'ai éclaté en sanglots de soulagement. Le médecin a posé une main rassurante sur mon épaule, avant de m'expliquer qu'on allait transférer Victor en salle de réveil, puis en soins intensifs. Je pourrais le voir dans 2 heures environ, le temps qu'il reprenne conscience. Ces 2 heures supplémentaires ont été une torture. J'ai marché dans les couloirs aseptisés, bu un café infect à la machine automatique, appelé Lisa pour lui donner des nouvelles. Ma fille a pleuré de soulagement au téléphone. Elle a dit qu'elle prendrait le premier train demain matin pour venir nous voir. Enfin, une infirmière m'a fait signe. Je pouvais entrer. La chambre des soins intensifs était une pièce claire, remplie de machines qui bipaient doucement. Victor était allongé sur un lit étroit, pâle comme un fantôme. Des tubes et des fils sortant de son corps à plusieurs endroits. Mais ses yeux étaient ouverts. Et quand il m'a vu franchir le seuil avec le cahier sous le bras, son regard s'est rempli de larmes. Je me suis approchée lentement. J'ai tiré une chaise près de son lit et j'ai pris sa main. Elle était froide et tremblante. Nous sommes restés ainsi en silence pendant de longues minutes, nos regards verrouillés l'un dans l'autre. Tout ce qui ne pouvait pas être dit avec des mots passait dans cette connexion muette. Puis, d'une voix rauque et brisée, Victor a murmuré qu'il ne voulait pas que je le voie comme ça. Pas seulement physiquement diminué par l'opération, mais surtout psychologiquement, émotionnellement. Il ne voulait pas que je découvre l'homme brisé qu'il était vraiment. Il avait passé des décennies à construire une façade de normalité, de force tranquille, pour me protéger de son chaos intérieur. J'ai serré sa main plus fort et je lui ai répondu dans un souffle que j'aurais voulu partager sa douleur depuis le début. Que le mariage, ce n'était pas seulement les beaux moments et les sourires, que j'aurais été assez forte pour porter ce fardeau avec lui. Les vannes se sont ouvertes. Victor a commencé à parler, les mots se déversant comme une digue qui cède après des années de pression. Il m'a raconté Alexis, sa naissance, un matin de mars radieux, où tout semblait possible. Claire, sa première femme, était morte de complications pendant l'accouchement. Il s'était retrouvé seul avec ce bébé fragile au cœur malade, mais tellement vivant, tellement lumineux. 2 ans de bonheur volé à la fatalité. 2 ans où il avait appris à être père tout en sachant que chaque jour pouvait être le dernier. Les médecins avaient promis qu'une opération pourrait tout arranger. Victor avait cru en eux. Il avait amené son fils à l'hôpital en lui promettant qu'après, ils pourraient faire du vélo ensemble, aller à la plage, vivre normalement. L'intervention avait mal tourné. Une complication imprévue. Le petit cœur d'Alexis s'était arrêté sur la table d'opération et n'avait jamais redémarré. Victor avait tenu le corps sans vie de son fils pendant des heures, refusant de le lâcher, refusant d'accepter l'inacceptable. Après l'enterrement, il avait empaqueté toutes les affaires d'Alexis, les avait cachées au fond d'un placard. Il pensait que s'il ne les voyait plus, la douleur s'atténuerait. Il avait repris le travail, s'était jeté dans ses projets d'ingénierie, avait essayé de reconstruire une vie. 3 ans plus tard, il m'avait rencontré. Une femme douce, calme, qui aimait les livres et le silence. Il avait vu en moi une chance de recommencer, de créer une nouvelle famille qui effacerait l'ancienne. Mais la douleur ne s'efface pas. Elle grandit dans l'ombre.
Elle devient un monstre qui dévore de l'intérieur. Quand nous avions acheté cette maison, Victor avait su immédiatement qu'il aurait besoin d'un espace pour son fantôme. Cette chambre était devenue son refuge secret, le seul endroit où il pouvait être honnête, où il pouvait pleurer, crier, parler à son fils mort, le seul endroit où Alexis continuait à exister. Chaque soir, il montait là-haut et se laissait submerger par le chagrin pendant 1 heure ou 2. Puis il redescendait, enfilait à nouveau son masque de mari stable et de père présent. Il pensait qu'en compartimentant ainsi sa vie, il pourrait avoir les deux, sa famille vivante et son fils mort. Mais l'effort de cette double existence l'avait épuisé. Les anxiolytiques, les somnifères, l'isolement croissant, tout cela était le prix qu'il payait pour maintenir cette illusion d'équilibre. Et maintenant, avec son cœur qui avait failli lâcher, il réalisait qu'il ne pouvait plus continuer. Victor pleurait en parlant, et moi aussi. Nos larmes se mélangeaient. 30 ans de silence enfin brisés. Pour la première fois depuis notre mariage, nous étions complètement honnêtes, l'un avec l'autre. Et c'était terrifiant et libérateur à la fois. Lisa est arrivée le lendemain matin, les yeux rouges et gonflés. Elle s'est précipitée dans la chambre d'hôpital et s'est effondrée contre son père, secouée de sanglots. Victor l'a serrée contre lui avec son bras libre, celui qui n'était pas relié aux intraveineuses, et lui aussi a pleuré. Je les regardais tous les deux, ce père et cette fille qui avaient partagé un secret pendant tant d'années, et mon cœur se serrait d'une douleur nouvelle. Nous avons passé l'après-midi ensemble, tous les trois, dans cette chambre d'hôpital qui est devenue le théâtre de notre première vraie conversation familiale. Victor a raconté à Lisa des détails qu'il ne lui avait jamais confiés. Comment Alexis adorait qu'on lui chante des berceuses. Comment il riait aux éclats quand Victor faisait semblant de voler dans la pièce, avec lui dans les bras. Ma fille pleurait en écoutant ces histoires d'un frère fantôme qu'elle n'avait jamais connu mais qui avait pourtant façonné toute son existence. Puis Lisa s'est tournée vers moi, le visage ravagé par la culpabilité. Elle m'a demandé pardon pour avoir gardé le secret si longtemps. Elle avait 16 ans quand elle avait découvert la vérité. Trop jeune pour comprendre l'ampleur de ce qu'elle cachait. Trop loyale envers son père pour briser sa promesse. Elle pensait vraiment qu'il gérait sa peine, qu'il n'avait besoin que d'un peu d'espace privé pour se souvenir. Elle ne savait pas qu'il vivait enfermé dans un sanctuaire de chagrin. Je lui ai pris la main. Je lui ai dit que je ne lui en voulais pas. Comment aurait-elle pu savoir? Victor était un expert dans l'art de dissimuler sa souffrance. Nous avions tous été aveuglés par sa façade de normalité. Puis je me suis excusée, moi aussi, pour ne pas avoir vu, pour ne pas avoir posé les bonnes questions, pour avoir choisi la facilité du silence pendant 25 ans. C'est à ce moment-là que quelque chose s'est cristallisé entre nous. Nous avions tous commis des erreurs, tous échoué d'une certaine manière. Mais nous étions là maintenant, ensemble, prêts à affronter la vérité. Et c'est dans cette acceptation collective de nos failles que nous avons trouvé la force de décider de la suite. La décision a été prise presque naturellement. Nous allions ouvrir cette chambre, mais pas pour la détruire. Nous allions intégrer la mémoire d'Alexis dans notre vie familiale, lui donner une place à la lumière plutôt que dans l'ombre. Victor méritait de pouvoir parler de son fils sans honte, sans avoir à s'enfermer derrière une porte verrouillée. Et Alexis méritait d'exister autrement, que comme un secret inavouable. 3 semaines plus tard, Victor est rentré à la maison. Il était encore faible, marchant lentement, mais son regard avait changé. Quelque chose s'était adouci en lui, comme si un poids invisible avait été levé de ses épaules. Le premier soir, après le dîner,
il a naturellement fait le geste de monter vers sa chambre secrète. Puis, il s'est arrêté au milieu de l'escalier, désorienté, comme quelqu'un qui réalise soudain que son rituel n'a plus de sens. Je l'ai rejoint sur les marches. Je lui ai annoncé doucement que nous allions transformer cette pièce. Son visage s'est crispé immédiatement. Il a protesté faiblement, disant que c'était tout ce qui lui restait d'Alexis, que sans cet endroit, son fils disparaîtrait complètement. J'ai posé mes mains sur ses joues et je l'ai obligé à me regarder dans les yeux. Je lui ai dit que cette chambre n'était pas un souvenir, c'était une prison. Qu'il avait enfermé Alexis là-dedans aussi sûrement qu'il s'était enfermé lui-même, que nous allions donner à son fils une place dans notre maison, dans notre vie, mais une place ouverte, partagée, que l'amour ne se conserve pas derrière des portes verrouillées. Victor a fermé les yeux longuement. Quand il les a rouverts, ils étaient remplis de larmes, mais aussi d'une résignation paisible. Il a hoché la tête. Le lendemain, Lisa est arrivée avec des outils. Ensemble, nous avons démonté le verrou de la porte. Ce geste simple a pris une dimension presque rituelle. Chaque tour de vis retiré était une libération. Puis nous avons ouvert grand les fenêtres, pour la première fois en 25 ans. L'air frais et la lumière du jour ont envahi cet espace qui sentait le renfermé et la tristesse. Nous avons sélectionné avec soin les plus beaux dessins de Victor, ceux où Alexis souriait, où il semblait heureux. Nous les avons encadrés et accrochés dans le salon, à côté des photos de Lisa enfant. Sur la cheminée, nous avons installé un portrait d'Alexis bébé, juste à côté de celui de Lisa au même âge. Les deux enfants de Victor, réunis enfin dans le même espace. La chambre elle-même y était transformée en atelier d'art, ouvert à toute la famille. Nous avons gardé le bureau, les fournitures de peinture, les étagères de livres. Mais nous avons ajouté d'autres choses. Un fauteuil confortable pour lire, une table plus grande pour que plusieurs personnes puissent créer ensemble, des plantes vertes qui apportaient de la vie. Victor pleurait en nous regardant travailler. Mais ce n'étaient plus les larmes amères et solitaires qu'il avait versées pendant des décennies. C'étaient des larmes de soulagement, presque de joie. Pour la première fois, il pouvait partager son chagrin, au lieu de le porter seul. Le soir même, il s'est installé au bureau et a écrit une dernière lettre à Alexis. Sa main tremblait en tenant le stylo. Quand il a eu terminé, il nous a demandé de nous asseoir et il nous l'a lu à voix haute. « Mon cher fils, je t'ai gardé enfermé pendant 30 ans dans cette pièce, croyant te protéger de l'oubli. Mais je réalise maintenant que tu ne voulais pas être enfermé. Tu ne voulais pas que je sois prisonnier avec toi. Si tu pouvais me parler, je sais ce que tu dirais. Vis, papa. Aime. Sois heureux. Je te laisse partir maintenant. Mais tu restes avec moi. Dans chaque coucher de soleil que je regarde, dans chaque rire de ta sœur, dans chaque battement de mon cœur réparé. Tu as existé, tu as été aimé, tu le seras toujours. Merci d'avoir été mon fils, même pour si peu de temps. C'étaient les plus beaux 2 ans de ma vie. Nous pleurions tous les 3. Puis Victor a plié soigneusement la lettre et l'a glissée dans une enveloppe. Le lendemain, nous sommes allés au cimetière de Montparnasse, là où Alexis reposait depuis plus de 30 ans. La petite tombe était simple, avec juste son nom et ses dates. Victor s'est agenouillé dans l'herbe humide. Il a posé la lettre contre la pierre tombale, puis il a parlé, à voix haute. Pour la première fois depuis l'enterrement, il a dit au revoir à son fils. Il lui a demandé pardon pour l'avoir retenu si longtemps. Il lui a promis de vivre enfin vraiment. Quand nous sommes repartis, laissant l'enveloppe blanche sur la tombe grise, Victor marchait différemment, plus droit, plus léger,
comme un homme qui vient de déposer un fardeau qu'il portait depuis trop longtemps. Les mois qui ont suivi ont été une période d'apprentissage mutuel, comme si Victor et moi devions réapprendre à être un couple après 25 ans de cohabitation en surface. Nous passions des heures dans l'ancien atelier d'Alexis, devenu notre espace de conversation et de création. Victor me racontait des histoires de son fils, que je n'avais jamais entendues. Comment Alexis avait fait ses premiers pas, en se tenant au barreau de son lit d'hôpital. Comment il s'endormait systématiquement pendant les histoires du soir, toujours à la même page du même livre. Je l'écoutais avec une attention que je ne m'étais jamais autorisée auparavant. Parfois nous pleurions ensemble. Parfois nous rions de l'absurdité de certaines situations. Parfois nous restions simplement assis, en silence, nos mains entrelacées, et c'était suffisant. Il n'y avait plus de sujets interdits entre nous, plus de zones d'ombre soigneusement évitées. La vérité, aussi douloureuse soit-elle, nous avait libérés tous les deux. Victor a progressivement arrêté les anxiolytiques sous supervision médicale. Les cauchemars qui le réveillaient depuis des décennies se sont espacés. Il dormait mieux, mangeait avec plus d'appétit, souriait plus souvent. C'était comme regarder quelqu'un émerger lentement d'un long hiver et redécouvrir le printemps. 6 mois après son opération, Lisa nous a annoncé qu'elle était enceinte. La nouvelle nous a tous bouleversés. Victor a pleuré en apprenant qu'il allait être grand-père. Des larmes de joie pure cette fois, sans le poids du chagrin ancien. Quand Lisa nous a dit qu'elle voulait appeler son fils Alexis si c'était un garçon, Victor a dû s'asseoir tellement l'émotion était forte. Le petit Alexis est né par une matinée de septembre radieuse. À l'hôpital, Victor a tenu son petit-fils dans ses bras avec une tendresse infinie. Les larmes coulaient sur ses joues, sans qu'il cherche à les cacher. Je voyais dans son regard quelque chose de cicatrisé, de pacifié. Ce bébé n'était pas un remplacement de l'enfant perdu, mais une continuation, une promesse que la vie continuait malgré tout, que l'amour survivait à la mort. Le cercle s'était refermé, non pas par l'oubli, mais par l'acceptation. Alexis le fils et Alexis le petit-fils coexistaient dans notre famille, l'un dans nos souvenirs et nos conversations, l'autre dans nos bras et notre présent. Victor n'avait plus besoin de choisir entre ces deux mondes. Il s'était enfin rejoint. Un soir d'automne, alors que nous étions assis dans le salon après le dîner, Victor m'a pris la main. Il m'a dit qu'il apprenait lentement à se pardonner. Pendant des décennies, il s'était senti coupable de la mort d'Alexis, comme s'il aurait dû pouvoir empêcher l'inévitable. Maintenant, il comprenait que le chagrin n'était pas une faute, que pleurer un enfant mort ne constituait pas une trahison envers ceux qui étaient vivants. Je lui ai répondu que moi aussi, j'apprenais à me pardonner de ne pas avoir vu sa souffrance, de ne pas avoir posé les bonnes questions, d'avoir accepté trop facilement les silences et les portes fermées. Victor a secoué la tête doucement. Il m'a dit que je ne pouvais pas voir ce qu'il cachait si bien, que c'était lui l'architecte de ce mensonge par omission, pas moi. Nous sommes restés longtemps ainsi, main dans la main, dans le salon faiblement éclairé par une lampe de lecture. Pour la première fois en 25 ans de mariage, il n'y avait plus de portes fermées entre nous. Plus de secrets, plus de zones interdites, plus de double vie. Juste 2 personnes qui s'aimaient et qui avaient enfin trouvé le courage d'être complètement honnêtes, l'une avec l'autre. Le pardon, j'ai réalisé ce soir-là, n'est pas un événement ponctuel. C'est un processus lent, patient, fait de petits pas quotidiens vers l'acceptation. Se pardonner soi-même est peut-être le plus difficile. Mais ensemble, nous y arrivions.
un jour à la fois. 6 mois ont passé depuis la naissance du petit Alexis. La maison ne ressemble plus à celle que j'ai connue pendant toutes ces années de silence feutré. Les rires d'enfants résonnent dans l'escalier. Les jouets traînent dans le salon. Des dessins aux couleurs vives recouvrent peu à peu les murs de l'atelier. Cette pièce, autrefois sanctuaire secret, est devenue le cœur vivant de notre maison. Lorsque je monte au 2e étage maintenant, la porte est toujours ouverte. Je vois souvent Lisa assise au bureau, un crayon à la main, tandis que son fils barbouille des feuilles de papier à côté d'elle. Victor se tient derrière eux, penché pour guider la petite main d'Alexis, lui montrer comment tenir le pinceau. Ses gestes sont d'une douceur infinie. Il sourit, un vrai sourire, qui part des yeux et illumine tout son visage. Un après-midi, alors que tout le monde est sorti faire une promenade, je monte seule dans l'atelier. Le silence y est différent de celui d'autrefois. Il n'est plus lourd, oppressant, mais calme, habité. La lumière entre à flot par la fenêtre ouverte, faisant danser des particules de poussière dans l'air. Sur le mur au-dessus du bureau, les dessins de Victor représentant Alexis enfant coexistent avec les premiers gribouillages de notre petit-fils. 2 histoires entremêlées. Je m'approche de la cheminée, où sont posées, côte à côte, 2 photographies encadrées. Sur l'une, Alexis bébé, dans les bras d'un Victor très jeune que je reconnais à peine. Sur l'autre, Liza tenant son fils nouveau-né, avec le même mélange de fatigue et de bonheur dans le regard. Je fixe longtemps le visage du petit garçon blond que je n'ai jamais connu. En silence, je le remercie. Sans lui, je n'aurais jamais découvert toute la profondeur de l'homme avec qui je partage ma vie. Sans lui, peut-être que Victor se serait enteint lentement derrière ses murs intérieurs. Victor ne prend plus de comprimés pour dormir. La nuit, sa respiration est régulière à côté de moi. Il ne se réveille plus en sursaut, trempé de sueur. Parfois, avant de s'endormir, il pose sa main sur la mienne et reste ainsi, simplement présent. Il m'a confié un soir qu'il avait longtemps cru perdre Alexis, ce jour-là à l'hôpital, il y a tant d'années. Mais qu'en réalité, c'est lui-même qui l'avait perdu en chemin. Son fils était parti, oui, mais lui s'était enfermé à double tour avec ce petit corps dans une chambre invisible. Aujourd'hui, il a le sentiment d'être revenu parmi les vivants. Je mesure le chemin que nous avons parcouru. La femme qui respectait les portes fermées sans poser de questions n'existe plus. À sa place, il y a une femme qui sait que l'amour véritable supporte la vérité, même la plus douloureuse. Que le silence ne protège personne, il l'isole. Que parfois, il faut avoir le courage d'ouvrir les portes, même quand on tremble en tournant la clé. Je jette un dernier regard à l'atelier, avant de redescendre. Le soleil de fin d'après-midi inonde le couloir d'une lumière dorée. La porte reste grande ouverte derrière moi. Je sens presque l'air circuler librement entre les pièces, comme si la maison elle-même respirait mieux. En arrivant en bas de l'escalier, je réalise soudain la simplicité de cette évidence. Le jour où j'ai ouvert cette porte, je n'ai pas seulement découvert une chambre d'enfant figée dans le temps. J'ai libéré un homme prisonnier de son chagrin, et je me suis libérée moi aussi de mon ignorance confortable. J'ai ouvert cette porte, et pour la première fois depuis 25 ans, nous avons enfin pu respirer.